ce que j'avais prévu parce que je pense que tout est dit d'une certaine manière et je vais essayer un peu d'organiser des idées qui me sont venues au fur et à mesure de cette réalité si complexe, surtout pour soutenir les actions de cette association. Je pense que la première chose que nous avons vue, c'est combien ça a été difficile de rendre intelligible une situation d'un tel besoin de soutien. Mais il y a des dangers justement dans cette manière d'aborder les choses. Et c'est de penser qu'on n'est que des victimes quand il y a une telle demande. C'est-à-dire c'est la reconstruction de tout un système de soins plus que d'une action humanitaire ciblée. Donc on fait, l'une des choses intéressantes, c'est les caminantes, ils partent à la recherche de quoi et pourquoi. Et ça, c'est un défi pour la recherche actuelle en sciences humaines et sociales, surtout qui s'est fait en Colombie. Et je pense que c'est très intéressant de voir comment on est lié d'une certaine manière à ce qui se passe en Colombie par rapport à la crise sanitaire et sociale vénézuélienne. En effet, c'est un peu pour dire que tant la souffrance psychique d'un côté que la santé mentale, car souvent, en fait, c'est des choses différentes, parce que ce sont des problèmes sociologiques et des problèmes anthropologiques qui affectent d'une certaine manière tout le monde contemporain qui subit les crises que Freddy nous a tellement bien expliquées. Donc, c'est-à-dire qu'on est face à des phénomènes de masse qui ont besoin des États très forts et des grands programmes de santé publique et d'investissement dans les sociales. Ça, c'est pour vous dire qu'il me semble très important de faire comme des états généraux de la psychiatrie au Venezuela, d'une part, à partir de l'exposé de Carmen. C'est les établissements de santé mentale qui se trouvent dans cet état pitoyable, l'abandon des patients, car une chose, c'est la souffrance psychique des personnes qui ont des troubles, disons, psychologiques, et l'autre chose, c'est l'abandon des patients qui souffrent de pathologies lourdes. Et là, on est, disons, dans des échelles d'intervention de l'État complètement différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement besoin d'une prise en charge psychosociale lors d'une intervention humanitaire, que c'est toujours la dernière chose qui arrive, mais la reconstruction de tout un système de santé. Donc l'urgence est celle des moyens avant tout. Et si jamais on arrive à pouvoir reconstruire le système de soins vénézuélien, le système de santé mentale, il faudrait également penser à la clinique, à la pratique clinique elle-même qu'il va falloir mener, c'est-à-dire à l'apparition de nouvelles pathologies, en particulier de nouvelles manières de dépression, d'addiction et des manifestations d'un traumatisme dont on n'a pas encore mesuré l'impact et la dimension. Donc ça, c'est deuxième chose, c'est la question de cette souffrance psychique des caminantes. Et je pense que les caminantes ne sont pas que victimes. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est-à-dire de voir, lorsqu'on voit ces images médiatiques des gens qui marchent, ne pas voir uniquement leurs besoins, mais leurs désirs et leur manière de concevoir une nouvelle vie. Et s'ils vont revenir ou pas, s'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est-à-dire cette question de l'écoute qui est cruciale dans mon domaine, c'est la question de l'ethnographie. C'est un énorme défi. Il y a des choses intéressantes déjà qui se font et je viens de recevoir un papier très intéressant des deux psychologues de l'université del Valle, El Cauca, qui travaillent justement avec la question des caminantes, de comprendre comment les gens veulent reconstruire leur vie et donner un nouveau sens à leur vie après et ne pas rester uniquement dans la dimension des victimes traumatisées qui a besoin d'une aide. Parce que les gens ont, c'est-à-dire la complexité des désirs des personnes est quelque chose qu'il faut rendre compte. Et comment cette expérience, c'est un phénomène
cette expérience de survie qui est liée aux raisons du départ, et ça nous amène à essayer de comprendre mieux pourquoi les gens partent en fait. Là, avec des collègues anthropologues qui ont travaillé en Colombie, me disaient est-ce qu'on est en face d'une sorte de dissolution de la vénézolanité, qu'est-ce que c'est être vénézuélien, est-ce qu'on peut s'intégrer en Colombie ou pas, est-ce qu'on veut continuer à être vénézuélien ou pas, et comment on se redéfinit après cette aventure de l'exil. Et c'est une question qui a à voir même, je pense, avec la conception de l'État-nation, de notre nationalité elle-même. Lorsqu'on rentre du Venezuela, je suis rentrée il y a une semaine, on voit la multiplicité d'expériences. C'est un pays fractionné. C'est beaucoup de pays dans un seul. Et on peut vivre, il y a comme des inégalités sociales, on produit une sorte de système de castes tellement fractionné qui font que les expériences vécues par les Vénézuéliens soient très différentes les unes des autres. Et ça fait que comment est-ce qu'on peut dire qu'on est tous Vénézuéliens si on vit les choses d'une manière si différente? Et là, je pense que c'est un enjeu extrêmement important, que c'est quelque chose d'énorme. Et c'est qu'en allant à la rencontre donc, de ces caminantes et de la révision de l'exil, et comment se fait le passage des frontières, et comment se construit aussi un nouveau rapport de ces migrants avec des territoires, et comment on va revenir après au Venezuela, est-ce qu'on va se reconnaître au retour? Et c'est, je pense au cas chilien, dans lequel toujours être un retornado, c'est presque un stigmate dans beaucoup de cas. Et ce sont des choses qu'il faut voir. Et troisième chose, pour finir et pas vous fatiguer, j'ai encore 3 minutes pour faire 10 minutes, c'est, comme l'a dit Carmen très bien, l'intervention en santé mentale n'est pas une priorité dans les systèmes de soins et non plus forcément dans les interventions humanitaires. Mais il y a ça, c'est une chose. Je finis par rapport à la question des migrants. C'est l'idée en général, c'est que vivre n'est pas survivre, et combien de fois l'action humanitaire réduit l'individu au statut de victime, et c'est la vie nue, comme on dit, mais on est une vie sociale aussi. Donc, comment est-ce qu'on veut survivre et comment est-ce qu'on donne sens à sa vie avec majuscule? Et l'autre chose, c'est que changer des sociétés et les changements qu'on attend tous n'est pas uniquement le changement d'un gouvernement. Donc là, ce n'est pas avec la fin de cette dictature ou de ce gouvernement tyrannique qu'on va pouvoir se reconstruire. Et l'autre chose un peu que je voulais vous dire, un peu pour fermer, je pensais combien c'est que la santé mentale et la folie et l'accusation de folie a été aussi une arme politique. Et je pense à Franklin Brito. Et c'est le cas de cet agriculteur qui m'a tellement motivée pour faire des travaux, car l'accusation de folie pour les disqualifier, pour disqualifier les combats citoyens, c'est une arme. C'est une arme extrêmement forte. Et à celui-là, on l'a confiné, on l'a enfermé dans l'entrepôt de l'hôpital militaire. Et il y a tout un développement d'un argumentaire pseudo-scientifique, faux justement, mais avec des catégories qui pourraient paraître scientifiques, mais que c'était dissociation psychotique. On a utilisé beaucoup de choses, en allant de la Defensora del Pueblo jusqu'à Chavez lui-même pour l'accuser des fous. Et ça c'est intéressant à réfléchir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se construit par rapport à la santé mentale au Venezuela. Je pensais aussi à ce slogan terrible d'un certain moment de la confrontation politique, Chávez los tiene locos. Et ça, c'est quelque chose qui a à voir, je pense, avec une manière d'utiliser la subjectivité d'une manière politique pour la violence politique.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encore résoudre comme pays, avec lequel, je pense, une dimension avec laquelle on n'a pas encore fait la paix et on n'a pas encore terminé de comprendre la dimension de ce qui nous est arrivé. Merci.